Je suis Ambre Val, enquêtrice des histoires troublantes, des récits sombres et des mystères humains que l'on n'ose pas toujours raconter à voix haute. Aujourd'hui, nous partons sur un cas qui a marqué profondément la France et la Belgique. Celui d'un criminel dont les crimes se sont étalés sur plus de 14 années, semant la peur, la confusion et l'effroi dans de nombreuses régions. Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est un récit basé sur des faits vérifiés, des procès, des témoignages et des enquêtes policières officielles. Tous les détails ont été reconstitués à partir de sources fiables. Michel Paul Fourniret naît le 4 avril 1942 à Sedan, une commune du département des Ardennes, dans le nord-est de la France. La région est encore marquée par les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Le paysage est dur, la vie quotidienne est rythmée par l'effort et l'austérité. Fourniret grandit dans une famille modeste, où le père exerce une autorité stricte. Dès sa plus tendre enfance, ceux qui l'ont croisé plus tard dans sa vie ont décrit un garçon plutôt réservé, froid, observateur, comme quelqu'un qui préfère réfléchir silencieusement plutôt que d'entrer dans le jeu des autres. Bien qu'il ne se distingue pas par des actes violents extrêmes à cette époque, certains comportements troublants pointent déjà vers une fragilité psychologique. Il se montre parfois brusque, solitaire, avec une difficulté à se connecter aux autres. Ses premières années semblent anodines, mais elles mettent en place les fondations d'un esprit qui n'aura jamais appris l'empathie. Ce n'est qu'à l'âge adulte que Fourniret commence à croiser sérieusement le système judiciaire. Selon les rapports, il reçoit en 1967 une condamnation pour agression sexuelle contre une jeune fille, avec sursis et obligation de soins. Cette première condamnation marque une étape. On voit ici un comportement qui dépasse la simple transgression. Attirer, manipuler et attaquer une personne vulnérable. Sur le plan psychologique, on y retrouve déjà cette sombre fixation sur le pouvoir et la domination. Caractéristique que l'on observe plus tard chez beaucoup de tueurs en série. Au fil des années 1970, il est condamné à plusieurs reprises pour des agressions sexuelles sur de jeunes femmes. En 1984, il est incarcéré pour ces faits, ce qui l'isole définitivement dans un monde fait de frustration, de pensées obsessionnelles et de fantasmes violents. C'est derrière les barreaux qu'il entame une correspondance avec une femme qui va changer le cours de sa vie et celui de nombreuses victimes par la suite. En détention en 1984, Fourniret rencontre Monique Pierrette Olivier, une femme séparée de son mari violent. À l'origine, ils échangent des lettres, mais bien vite, une relation s'installe, puis devient une dynamique de complicité criminelle. Monique, loin d'être simplement une épouse aimante, va devenir une complice active. Ensemble, ils se marient en 1989 et vont commettre la majorité des crimes pour lesquels Fourniret sera jugé. Psychologiquement, leur relation est terrifiante. Fourniret domine, influence et manipule. Monique, sous des dehors ordinaires, participe activement. Certains experts évoquent une forme de dépendance criminelle mutuelle, où les deux individus se poussent vers une violence de plus en plus grande. Entre 1987 et 2001, Fourniret et Monique commettent une série de meurtres prémédités, viols et enlèvements sur plusieurs régions de France et en Belgique. Selon ses aveux, il a reconnu au moins 8 meurtres pour lesquels il a été condamné, mais d'autres victimes sont possibles. Voici quelques-unes des victimes connues, avec des détails qui donnent une idée poignante de la cruauté de ses actes. Isabelle Laville, 11 décembre 1987, 17 ans. Isabelle marchait tranquillement à Auxerre pour rentrer chez elle après l'école. Monique et Michel la repèrent quelques jours avant. Monique l'aborde sous un prétexte banal, demander des directions.
et Isabelle monte dans la voiture. Une fois loin de tout, Fourniret étouffe la jeune fille avec une corde pendant que Monique la drogue. Ils emmènent ensuite le corps à leur domicile à Saint-Cyr-les-Colons, où Fourniret la viole et la tue. Son corps ne sera retrouvé que 18 ans plus tard, dans un puits abandonné, près de Bussy en Othe. Farida Amiche, le 12 avril 1988. Farida, épouse d'un ancien codétenu de Fourniret, faisait partie d'une histoire particulière. En effet, elle avait proposé à Fourniret de récupérer un trésor en or enterré dans un cimetière et pour cela lui avait donné une part du butin. Fourniret et Monique l'attirent hors de chez elle, à Clairefontaine en Yvelines, et la tuent pour récupérer l'argent. Ils enterrent son corps à proximité, puis utilisent l'argent pour acheter le château du Sautou dans les Ardennes, une propriété qui deviendra par la suite un lieu central de leur vie criminelle. Fabienne Leroy, 3 août 1988, 20 ans. Fabienne, repérée dans un parking à Chalon-sur-Marne, aujourd'hui Châlons en Champagne, est abordée par le couple qui feint une maladie pour attirer la conversation. Il l'emmène ensuite à proximité du camp militaire de Mourmelon-le-Grand. Fou de colère lorsqu'il constate qu'elle n'est pas vierge, Fourniret la viole, puis la tue d'une balle dans la poitrine. Cette violence s'accroît ici d'un cran macabre. Jeanne-Marie Desrameaux, début 1989, 22 ans. Jeanne-Marie, étudiante de 22 ans, rencontre Fourniret dans un train vers Charleville-Mézières. Ils conversent brièvement, puis reviennent se voir à la gare. Ils l'invitent à leur domicile, à Foin, sous de faux prétextes. Une fois là, alors qu'elle refuse certaines avances, Fourniret l'immobilise, la bâillonne avec du ruban adhésif et la tue, avant d'enterrer le corps au château du Sautou. Elisabeth Brichet, le 20 décembre 1989, 12 ans. Elisabeth, une adolescente belge, est approchée alors qu'elle marche pour se rendre chez une amie à Saint-Servais, près de Namur. Les Fourniret attendent qu'elle sorte de chez son amie et l'invitent à les accompagner pour aider leur bébé malade. Une fois dans la voiture, ils la retiennent, la violent, puis la tuent après plusieurs heures. Son corps sera retrouvé bien plus tard sur ordre de Fourniret lui-même. Natacha Danet, le 21 novembre 1990, 13 ans. Natacha, une jeune adolescente locale de Rezay, est envoyée dans un centre commercial pour aller chercher le sac de sa mère qu'elle a oublié. Le couple l'approche pour lui demander des directions et elle monte dans leur camionnette. Fourniret la conduit ensuite dans une zone isolée, près de la côte atlantique, la poignarde à plusieurs reprises avec un tournevis, puis l'étrangle avant de laisser son corps sur la plage. Des experts pensent ensuite que le corps a été violé après sa mort. Céline Saison, 16 mai 2000, 18 ans. Après une pause d'environ une décennie dans les meurtres, Fourniret revient à l'attaque en 2000. Céline, une jeune femme de 18 ans, est abordée alors qu'elle rentre chez elle. Il la force à monter dans son van, l'emmène dans un bois, où il la viole puis l'étrangle avec une corde. Ses restes squelettiques ne seront découverts qu'en juillet 2000 par des cueilleurs de champignons. Manania Tumpong, 5 mai 2001, 13 ans. La dernière victime connue est Manania, une jeune fille d'origine thaïlandaise qu'il avait rencontrée auparavant près de la bibliothèque de Sedan. Il l'attire en lui proposant de jouer avec son fils, puis la conduit à Nouleveau, la tue par strangulation. Son corps ne sera retrouvé que le 1er mars 2002, malheureusement partiellement dévoré par des animaux sauvages. L'un des lieux centraux de ces crimes est le château du Sautou, près de Donchéry dans les Ardennes, une propriété que le couple achète à la fin des années 1980 avec l'argent volé à Farida Amiche. Ce château n'était pas seulement une résidence, il devient une zone de stockage et de dissimulation d'objets, mais aussi un lieu où des corps sont enterrés, dont plusieurs identifiés bien plus tard par les enquêteurs. Les autorités ont indiqué
que sur ces indications, certains corps ont été retrouvés près de ce domaine. Malgré ces crimes, Fourniret parvient longtemps à échapper à la justice, entretenant une façade de citoyen discret. Tout bascule le 26 juin 2003, lorsque son dernier plan d'enlèvement échoue. Une jeune fille de 13 ans qu'il tente d'embarquer dans sa camionnette, à Ciney en Belgique, parvient à s'échapper et à alerter la police. Cette fuite est la clé. La fille donne suffisamment d'informations et une description qui permettent aux enquêteurs de remonter jusqu'à Fourniret. Il est arrêté chez lui, à Saar-Kustine, en Belgique, puis commence un long interrogatoire. Peu à peu, grâce aux aveux de Monique Olivier, Fourniret finit par reconnaître le meurtre de 8 femmes et adolescentes commis entre 1987 et 2001. Le procès de Fourniret se déroule devant la cour d'assises de Charleville-Mézières en mars-mai 2008. Face à lui, les familles des victimes, les enquêteurs, les avocats. Les témoignages sont poignants. Un moment fort rapporté par les médias est celui du père de Céline Saison, debout devant Fourniret dans la salle d'audience, exprimant une haine profonde envers l'homme qui lui a pris sa fille. Le jury conclut à la culpabilité sur tous les meurtres pour lesquels des preuves matérielles existent. Fourniret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du droit français. Sa complice, Monique Olivier, reçoit aussi une peine à vie, assortie d'une période de sûreté pour complicité dans plusieurs meurtres et agressions. Ce qui ressort des expertises psychiatriques et des témoignages. Fourniret n'est pas un tueur impulsif. Il planifie, calculant chaque étape. Il semble avoir une obsession pour pouvoir et domination, à la fois dans ses actes et dans sa relation avec Monique. Sa manière de choisir des victimes vulnérables et d'utiliser des leurres, demande de direction, faux prétextes, montre une capacité à manipuler avec habileté. Certaines déclarations de police indiquent qu'il avait justifié certains actes par une fixation étrange qu'il appelait une quête, parfois associée à des idées sur la virginité et la domination. Des thèmes qui ont été évoqués par des experts au procès. Michel Fourniret décède le 10 mai 2021 à l'âge de 79 ans, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, où il était hospitalisé pour des problèmes de santé liés à l'Alzheimer et à son cœur. Même après sa mort, plusieurs enquêtes liées à des disparitions anciennes continuent. Notamment l'affaire d'Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans disparue en 2003, dont la justice a fini par conclure à l'implication de Fourniret, bien que le corps n'ait jamais été retrouvé malgré des fouilles intensives. D'autres dossiers, comme la disparition de Lydie Lauger ou d'autres cold cases, restent également rattachés à ces zones d'activité, révélant combien certains secrets pourraient ne jamais être pleinement élucidés. L'histoire de Michel Fourniret n'est pas seulement celle d'un tueur en série, mais aussi celle d'un homme dont la personnalité, les obsessions et les relations ont façonné des actes d'une violence extrême sur plusieurs décennies. C'est un exemple frappant de ce que peut être la mécanique interne d'un prédateur méthodique et comment un individu peut passer longtemps inaperçu, même lorsqu'il commet des crimes atroces. Si cette plongée dans l'histoire de Michel Fourniret vous a captivé, intrigué ou même perturbé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a intéressé, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine enquête. Vos retours et vos partages m'aident réellement à continuer à vous raconter ces récits troublants et parfois méconnus. Merci de m'avoir écouté.